Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers camarades, chers compatriotes, chers amis, je m'appelle Nafissa Bahbouhi et c'est un plaisir aujourd'hui en tant que vice-présidente de la PML de vous accueillir ici à l'EPFL, un lieu où les idées circulent, où les ambitions se croisent et où parfois les trajectoires prennent un tournant inattendu. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser nos remerciements les plus sincères à Monsieur Khalid Safir, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion, pour l'honneur qu'il nous fait de sa présence parmi nous ce soir. Monsieur le directeur général, merci d'avoir pris le temps, dans un agenda que l'on imagine très chargé, de venir échanger avec nous. Ce soir, c'est aussi une rencontre avec votre parcours, votre vision et votre manière de penser à l'avenir. Nos remerciements vont également aux représentants de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Suisse, Monsieur Abdelkhalek Fardo, pour leur soutien constant, à la communauté marocaine et pour leur précieuse aide dans la préparation de cette soirée. Nous adressons aussi un mot tout particulier au professeur Rachid Graoui pour son engagement constant aux côtés des initiatives étudiantes et pour l'attention qu'il porte depuis toujours à la communauté marocaine de l'EPFL. Enfin, un merci à Madame Chaouni, dont la bienveillance nous a particulièrement touchés et qui nous fait l'honneur de partager avec nous un mot ce soir. Finalement, comment ne pas remercier chaleureusement les membres de la COMS pour leur soutien constant aux initiatives étudiantes et sans qui cette soirée n'aurait pas été possible. Et bien sûr, un immense merci à vous tous, membres de la communauté marocaine à Lausanne et amis du Maroc, d'avoir répondu présent pour célébrer ensemble ce moment de dialogue, de fierté et d'inspiration. Ce soir, c'est la rencontre entre deux temporalités, celle d'un pays qui trace sa trajectoire, parfois sur des décennies, et celle d'une génération qui, elle, est en train de décider où et comment s'inscrire dans cette trajectoire. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit la conférence de ce soir que nous avons intitulée Entre héritage historique et ambition stratégique, les dessous du développement fulgurant d'un royaume en mouvement. Parce qu'ici, dans cette salle, il y a des étudiants, des jeunes ingénieurs qui vont bientôt devoir faire des choix importants, des choix de carrière, des choix de pays, des choix de trajectoire. Des décisions qui, elles aussi, vont s'ancrer dans le temps, même si elles se prennent aujourd'hui. Dans le même temps, le Maroc évolue, de nouveaux projets émergent, de nouveaux territoires se développent et de nouvelles opportunités apparaissent dans des secteurs clés. Mais ces transformations ne se feront pas toutes seules. Elles dépendent aussi de celles et ceux qui décideront d'y prendre part, de s'y engager et d'y construire quelque chose dans la durée. C'est donc dans cet esprit que nous avons voulu cette conférence. Un moment pour mieux comprendre ce qui est en train de se construire, mais aussi pour se poser individuellement une question simple: quelle place voulons-nous prendre dans cette trajectoire? Et pour débuter cette soirée, j'ai le plaisir d'inviter sur scène le représentant de l'EPFL, notre cher professeur Rachid Graoui, pour quelques mots d'accueil. Bonjour, merci d'être tous là et merci de votre dynamisme et de votre merveilleuse organisation, ça fait vraiment plaisir. Donc je vais me répéter, mais je vais raconter la même histoire que j'ai dû vous raconter peut-être la dernière fois qu'on s'est vu. Cyril va probablement vous encourager directement ou indirectement à rentrer au travailler au Maroc et je pense que ce serait un bon choix si vous décidez de faire ça. Et du coup, moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais dire, supposons que vous ne rentriez pas. Qu'est-ce que vous allez faire en Suisse? Qu'est-ce que vous allez faire ailleurs dans le monde, etc. Et j'aimerais juste vous raconter l'histoire de Urs Holsley que j'ai dû raconter déjà une fois. Donc Urs, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il était professeur à l'université de Santa Barbara. C'est un étudiant qui a eu son diplôme à l'ETH. C'est un Suisse-allemand originaire de Zurich. Donc il a quitté Zurich, il est allé faire son doctorat aux États-Unis à Stanford et il était professeur là-bas. Je l'ai rencontré là-bas, on a sympathisé. Et j'ai découvert quelques années plus tard que c'est devenu l'un des fondateurs de Google. Je pense qu'il est rentré numéro 4 ou 5 chez Google, pour dire que c'est quelqu'un d'important. Il n'est jamais rentré en Suisse. Il est rentré souvent en Suisse, mais il n'est jamais rentré travailler en Suisse. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé le premier centre de recherche de Google à Zurich. Alors, au début, ils étaient 2 ou 3 à Zurich. Aujourd'hui, ils sont 5000. Donc, il y a 5000 bac plus 12, voire 13 plus 14,
qui gagnent tous au-delà de 300 000, j'imagine, francs, qui sont à Zurich, financés par Google. Cela a permis d'amener d'autres entreprises à Zurich, Facebook, DeepMind, etc. Zurich s'est transformé. C'est une place financière, c'est devenu un grand pôle technologique grâce à Urs Holzley qui, lui, était resté attaché à sa ville natale, mais qui a fait ce qu'il a pu de là où il était, et peut-être qu'il l'a fait encore mieux que s'il était rentré tout de suite à Zurich. Donc si vous ne décidez pas de rentrer au Maroc, pensez quand même à l'histoire de Urs Holzley. Partout où vous êtes, pensez à vos villes natales, à vos régions, et peut-être vous créerez un centre de recherche qui transformera toute une région. En attendant, travaillez bien, Hamrolina Oujhena, c'est tout ce qu'on vous demande pour l'instant. Merci d'être là encore une fois. Et maintenant, accueillons Madame Aziza Chaouni. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie tout d'abord vivement l'association APML pour leur chaleureuse invitation. Je voudrais vous présenter de manière très brève Sonolab, le laboratoire que je dirige à l'EPFL depuis janvier 2026. Sono signifie South North Laboratory for Sustainable Construction and Conservation. Notre ambition est fort simple, produire une recherche utile, ancrée dans le terrain, pour construire mieux, et réhabiliter et réutiliser mieux, et transmettre mieux, en particulier pour l'Afrique et pour le Maroc. Sono inscrit son action à l'intersection de 3 enjeux majeurs. Le premier concerne l'habitat abordable et bas carbone, dans un contexte où les besoins en logement, à la fois structurellement sûrs et thermiquement confortables, demeurent considérables sur le continent africain. Le deuxième porte sur le patrimoine bâti vivant. Pour nous, réhabiliter ne consiste pas à figer, mais à adapter avec discernement aux besoins actuels des usagers et aux réalités climatiques contemporaines. À cet égard, la réhabilitation et la réutilisation apparaissent aujourd'hui comme l'une des approches les plus durables de l'acte de construire. Enfin, le troisième enjeu est celui de l'échange sud-nord. Loin d'une logique de transfert à sens unique, nous souhaitons une coproduction des savoirs avec des partenaires locaux issus des secteurs publics et privés, de la société civile, ainsi qu'avec les universités et les communautés. Le laboratoire est installé au Smart Living Lab à Fribourg et cela change tout. En effet, nous y avons accès à des espaces de prototypage à l'échelle 1, notamment dans la halle bleue. Concrètement, cela nous permet de passer de l'idée au prototype, puis du prototype au terrain. Nous pouvons tester des matériaux, des assemblages, le confort thermique, la facilité de mise en œuvre et le comportement réel des systèmes dans un environnement interdisciplinaire où dialogue, architecture, génie civil et sciences de l'environnement. Avant d'intégrer le PFL, j'avais déjà développé au Maroc, avec des collègues ingénieurs pour le ministère de l'Intérieur et avec le soutien de la Farjolsim, des briques de terre stabilisées de type Lego pour expérimenter des solutions constructives durables et parasismiques destinées à la reconstruction du house. Ces briques sont aujourd'hui en patente. Vous voyez ici notre maison 01, entièrement réalisée à partir de 3 types de briques de terre stabilisées et dotée d'un système innovant, simple et peu coûteux de captage et de recyclage des eaux grises et des eaux usées. Concrètement, nos projets en cours se déploient à diverses échelles. À Zanzibar, nous travaillons sur le patrimoine moderne pour mieux comprendre ses qualités d'usage, ses performances climatiques et sa valeur sociale. Au Maroc, ainsi que dans d'autres contextes africains, nous développons des typologies de logements à la fois abordables et bas carbone, notamment avec le prototype que nous faisons donc actuellement au Maroc, appelé Nouala 2.0, conçu pour répondre à des contextes post-sismiques et aussi des contextes d'urgence et de transition. Au Maroc également, avec l'UM6P, nous menons des recherches sur la terre comprimée, stabilisée et sur des systèmes constructifs plus rapides, plus économiques et plus sobres en carbone, en particulier les briques Lego en ciment bas carbone LC3.
Enfin, nous achevons actuellement une publication sur notre recherche consacrée à la station thermale de Sidi Harazem, un travail soutenu par la Fondation Getty et la Fondation CDG. Pour les plus jeunes et même pour les moins jeunes dans la salle, Sidi Harazem est un joyau de l'architecture moderne bioclimatique à l'échelle mondiale. C'est aussi un site majeur dans l'histoire du Maroc contemporain. Premier projet lancé par la CDG en 1959 et première grande infrastructure touristique pensée par l'État marocain pour le public marocain. Pour le Maroc, l'impact potentiel de Sonolab se déploie sur 4 plans. D'abord, la collaboration académique avec l'UM6P aujourd'hui et demain avec d'autres partenaires, j'espère. Ensuite, la formation à travers des cours d'été et aussi des échanges des étudiants de l'EPFL, ainsi qu'un CAS réunissant le PFL, l'UM6P, l'École polytechnique de Paris, qui débutera, Inch'Allah, en février 2027. Et enfin, l'innovation en matière de matériaux, avec le LC3, la terre comprimée stabilisée, ainsi que des briques emboîtables sans mortier pour les murs et les plafonds. Et enfin, l'action sur les politiques publiques, avec un travail à venir sur la réglementation de la construction en terre mené avec le ministère de l'Habitat, l'UM6P, le laboratoire à l'EPFL SDL de dynamique des structures et mon laboratoire Sono, ainsi que la poursuite de notre collaboration avec la Fondation CDG pour la mise en valeur de Sidi Harazem. En résumé, notre objectif est de faire de la recherche une ressource concrète pour les transformations du royaume. Un habitat plus abordable, un patrimoine mieux valorisé, une jeunesse mieux formée et des normes mieux adaptées aux réalités du terrain. C'est dans cet esprit que Sono souhaite contribuer, en écho à la vision stratégique du développement du royaume qui nous sera ensuite présentée par M. Safir. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter la page de Sonolab, dont l'image de couverture montre la station thermale de Sidi Harazem. C'est d'ailleurs un heureux hasard, puisque ce choix a été fait en janvier, bien avant que nous apprenions la visite de M. Safir aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, on va vous parler d'un parcours. Mais il y a des parcours que l'on peut résumer en quelques lignes, et puis il y a ceux que l'on comprend vraiment lorsqu'on regarde ce qu'ils ont permis de construire. Le parcours de notre invité est l'un d'eux. Mais avant de vous parler de lui, laissez-moi vous parler de notre cher pays qui nous unit aujourd'hui, le Maroc. Parce qu'on n'arrivera pas à comprendre l'homme sans comprendre son pays. Le Maroc est un pays millénaire qui a décidé résolument de se projeter vers l'avenir. Un pays qui a lancé l'un des plus grands programmes d'énergie renouvelable au monde, qui organise une Coupe du Monde en 2030 et qui a, en 2025, accueilli une CAN saluée par tous comme l'une des mieux organisées de l'histoire de la compétition. C'est un pays qui construit des lignes à grande vitesse, des ports en eau profonde et des technopoles. Mais c'est aussi un pays qui produit des ingénieurs, des mathématiciens, des scientifiques et des entrepreneurs, et qui, enfin, commence à les garder. Ce Maroc-là ne s'est pas construit tout seul. Il s'est construit avec des gens qui ont choisi de le servir, pas dans les discours, mais dans les actes. Et notre invité est l'un d'eux. Monsieur Khalid Safir est né à Stade. Une fois son baccalauréat obtenu, il suit un chemin d'excellence, celui de l'École polytechnique de Paris, avant de poursuivre et d'obtenir un diplôme de statisticien économiste de l'ENSAE Paris. Un parcours très prometteur qui aurait pu l'amener vers de nombreuses trajectoires, en France ou ailleurs. Mais en 1993, il prend une décision, celui de rentrer au Maroc et de commencer sa carrière à l'office du ministère de l'Équipement, en travaillant sur la gestion financière du port de Casablanca. Un premier poste très concret au cœur d'une infrastructure stratégique. Après cela, en 1995, il rejoint le ministère des Finances, puis la Trésorerie générale du Royaume. C'est là qu'il contribue à la mise en place du système au jour qui, aujourd'hui et depuis 2003, permet de gérer la paix de plus de 600 000 fonctionnaires militaires et civils. Un dispositif discret, mais absolument essentiel au fonctionnement d'un État, qui d'ailleurs ne passa pas inaperçu. En 2006, sur nomination royale, il quitte les systèmes d'information pour gouverner une partie de la plus grande métropole d'Afrique. Il est nommé gouverneur de la préfecture d'arrondissement Elfid Demr Sultan, puis gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Casablanca enfin, en 2009. Avant d'être nommé, en 2011, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Puis, en 2013, il est nommé Wali du Grand Casablanca, dans un moment de grandes attentes pour la ville.
Les Casablancais se souviennent d'un Walid travailleur, attentionné et ouvert à leurs doléances. C'est notamment lui qui a lancé les groupes de réflexion et de concertation sur l'avenir de la métropole, qui ont abouti au plan de développement du Grand Casablanca 2015-2020, présenté fin 2014 devant le souverain et doté d'un budget de 33,4 milliards de dirhams, dont la moitié a été consacrée à la mobilité de la ville, tramway et busway. Et c'est en 2017 qu'il prend la direction générale des collectivités territoriales. L'échelle change, ce n'est plus une ville, c'est un ensemble de territoires. Doté d'un sens aigu de l'efficacité et de la performance, il accélère le processus de digitalisation des services urbains. Ce n'est pas pour rien que dans la presse, nous pouvons le voir qualifié de l'homme qui a mis l'administration sur l'écran. Il fait partie de ces hommes et de ces femmes qui ont participé à bâtir les fondations de l'économie digitale nationale et continuent à la façonner à l'ère de l'IA. Mais pour avoir un peu plus de contexte, imaginons ensemble. Un conseil communal qui vote un budget, des projets sont approuvés, mais tout ça reste sur papier dans des tiroirs invisibles pour le citoyen. La réponse, Mejlis.ma. Les délibérations des conseils sont tracées, archivables et consultables par tous. Maintenant, poussons un peu l'expérience et imaginons un Marocain qui a besoin d'un acte de naissance pour un dossier urgent. Cela équivalait à des semaines d'attente, toute une famille mobilisée. La réponse, elhalalmadaniya.ma et watiqa.ma. Le document est traité sous 24 heures, expédié par courrier et disponible dans toutes les communes du pays. Enfin, prenons un citoyen avec un problème avec sa commune non résolu depuis 3 mois. Aucune trace, aucun suivi, aucune responsabilité. La réponse, shikaya.ma. Une réclamation est déposée en ligne, un numéro de dossier est fourni, l'avancement est visible. Près d'1 million de réclamations ont déjà été reçues et le délai moyen de traitement a été réduit de 35 à 19 jours. Il lance également la plateforme électronique rojas.ma, par laquelle les promoteurs immobiliers et autres groupes, qui accompagnent les promoteurs immobiliers et autres groupes de construction, à faciliter l'accès aux documentations vouées aux documentations et autorisations liées à l'urbanisme. Et cela a permis au Maroc d'avoir une meilleure position sur le classement Doing Business de la Banque mondiale. Ce qui est remarquable, ce n'est pas la prouesse technique de chaque outil, c'est la cohérence. Chaque plateforme s'attaque à un point de friction précis sur l'État et le citoyen. Ce sont des outils concrets qui ont permis de réduire les délais et d'améliorer la transparence et de transformer progressivement la relation entre administration et citoyen. D'ailleurs, suite à de tels accomplissements, M. Khalid Safir s'offre l'occasion en or de montrer encore davantage l'étendue de ses connaissances en matière de gouvernance publique. En juillet 2022, il est nommé directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Cette dernière, la CDG, une institution fondée en 1959, dont la mission est de sécuriser l'épargne et de transformer en investissement de long terme en service du développement du pays. D'ailleurs, aujourd'hui, la CDG gère plus de 363 milliards de dirhams d'actifs et a investi plus de 45 milliards de dirhams en 3 ans dans des projets structurants, infrastructures, énergie et aménagement du territoire. Et elle accompagne également l'innovation, notamment à travers le programme 212 Founders, aujourd'hui classé parmi les plus importants du continent africain. Mais au-delà des chiffres, il y a une logique. Cette logique, c'est celle d'un investissement qui ne cherche pas seulement un retour rapide, mais qui crée des conditions pour que d'autres acteurs, publics ou privés, puissent s'engager à leur tour. Comme M. Safir le résume lui-même, le secteur privé s'engage lorsque les premières infrastructures sont là, à nous d'ouvrir la voie. Ce soir, vous avez devant vous quelqu'un qui, depuis 30 ans, donne tout pour son pays. Là où les décisions prennent du temps, là où les transformations sont profondes et là où leur impact dépasse largement ceux qui les initient. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'accueillir le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion, M. Khalid Safir.
Monsieur le directeur général, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons la densité de votre agenda et sommes particulièrement honorés de vous recevoir aujourd'hui. Au-delà de vos fonctions actuelles, il y a un élément qui traverse l'ensemble de votre parcours, votre engagement constant au service de l'État. On le rappelle, cela fait depuis plus de 30 ans, depuis votre entrée au ministère de l'Équipement en 1993, que vous servez le Royaume. Vous faites très tôt le choix du service public, alors que vous auriez pu vous orienter vers le secteur privé ou poursuivre une carrière à l'international. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre choix? Était-ce un déclic, une conviction profonde ou une décision qui s'est construite progressivement? Vous m'entendez? Très bien. Je peux utiliser ça. Donc, d'abord, merci pour le portrait. Je suis un peu ému de me retrouver ici avec vous. C'est la première fois que je visite la ville de Lausanne et donc aussi les locaux de l'EPFL. De retrouver des amis, dont un ancien camarade de classe, c'est Guevara, et aussi beaucoup de jeunes qui sont les enfants de certains de mes amis, collègues. J'ai des enfants qui ont un peu votre âge, et donc c'est normal que je retrouve certains de leurs camarades ou leurs amis. Vous m'avez posé une question sur le choix d'avoir intégré la fonction publique ou le secteur public depuis le début de ma carrière. Je dirais que d'abord, il y avait un premier choix, celui de rentrer au pays, et ensuite de choisir le service public. Le choix de rentrer au pays est généralement basé sur deux paramètres principaux. Le premier, c'est beaucoup d'affection. Il y a un côté affectif qui est un peu irrationnel, c'est l'attachement au pays, l'attachement à la famille. Mais il y avait aussi un côté rationnel sur, bien sûr, le type de travail qu'on va faire, la mission qui nous est confiée. Et vous avez parlé de déclic. Je ne parlerai pas de déclic, mais en fait de rencontre. Il m'a été donné de rencontrer les années où j'étais en études en France, de rencontrer quelques personnes, de managers marocains qui m'ont inspiré et que j'ai revu et qui m'ont, je dirais pas convaincu en tant que tel, mais qui m'ont inspiré pour que je rentre au Maroc et que j'aille au secteur public. Et par la suite, ça a donné un sens à ma vie. Et avec le temps, c'est devenu mon moteur et ma motivation, si je peux résumer. Monsieur le directeur, faire le choix du service public, c'est une chose, mais revenir et s'adapter au Maroc après une formation de très haut niveau à l'étranger en est une autre. Du coup, ma question est la suivante. Quels ont été les défis concrets auxquels vous avez été confronté en tant que jeune ingénieur qui vient de débuter sur le marché du travail marocain? Et quels conseils pouvez-vous donner à cette jeunesse ici qui, dans quelques années ou quelques mois, va se retrouver dans la même situation? Je pense que les études que vous suivez, que j'ai suivies moi-même, nous donnent un certain nombre d'outils. D'abord, des capacités à analyser, à computer. Le terme anglais est beaucoup plus important, plus parlant que le terme en français. Donc, de regarder un problème, une situation, de pouvoir l'analyser, pouvoir la découper, la comprendre, et ensuite, rapidement, penser à des solutions. Sauf que les organisations humaines ne sont pas des machines froides. C'est des hommes, des femmes, c'est des sentiments, c'est aussi des cultures, c'est des cultures d'entreprise, c'est aussi des rivalités, des relations entre personnes. Et donc, quand on intègre une entreprise en général, si c'est une grande entreprise et qu'on est à la base de la pyramide, généralement, on a une mission bien donnée, très claire. Alors que quand on intègre une structure qui est moyenne ou petite, on arrive dans une situation où on doit faire beaucoup de choses en même temps, pas nécessairement une mission très claire, très cadrée. Et je pense que le défi qui se pose beaucoup à les jeunes qui sont formés à l'étranger quand ils arrivent au Maroc, c'est d'être confrontés à être dans des situations où leur mission n'est pas bien délimitée, où ils doivent faire beaucoup de choses en même temps. Des fois, c'est déroutant, mais c'est très enrichissant en même temps. Quand vous travaillez ici, on a cité Google par exemple. Si vous intégrez Google,
Vous arrivez le premier jour, on va vous montrer votre place. Votre mission est très claire. Vous savez ce que vous avez à faire. Chaque journée, vos journées sont millimétrées et vous pouvez rester très longtemps dans ce genre de situation. Vous n'êtes jamais inquiété. Tout est cadré, tout est en. Quand vous arrivez dans une structure, par exemple au Maroc, qui est plus ramassée, eh ben, vous allez devoir faire des fois du travail de secrétaire, des fois faire le coursier. C'est des fois, vous allez vous dire, c'est pas pour moi, mais c'est beaucoup plus challengeant. On apprend beaucoup plus de choses et on est plus agile, plus percutant que quand on est juste dans un poste fermé à faire les mêmes choses tous les jours. Alors, en 2013, vous êtes nommé Wali par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Puis vous prenez la tête de la région du Grand Casablanca, qui deviendra Casablanca Stade en 2015, l'un des territoires les plus stratégiques et complexes du pays. Quels sont les grands projets qui ont façonné Casablanca, dont vous êtes le plus fier lors de votre passage à la tête de cette région si importante pour le Maroc? Et que ressentez-vous lorsque vous voyez ces projets de régionalisation avancer prendre forme? Euh, sur l'ensemble de ma carrière, ça a été un des moments les plus importants pour moi, d'être nommé à la wilaya de Casablanca, juste après un grand discours de Sa Majesté qui avait parlé de Casablanca et qui lui avait fixé un ambitieux objectif de devenir un pôle financier international. Euh, et donc, c'était un moment pour moi d'abord de fierté d'être choisi pour cette mission-là, mais aussi un moment très riche de rencontres, de réflexions, de travail avec les équipes, que ce soit les élus, les représentants de la société civile, les représentants des différentes organisations publiques et privées qui se trouvent dans le territoire. Et je pense que ce qui a été pour moi la plus belle réussite, c'est d'avoir fait travailler tout ce monde-là ensemble dans des groupes de réflexion pendant plus de 6 mois. À la fois les élus, parce que c'est eux qui représentent la population et qui sont les plus proches de la population, mais aussi des représentants de la société civile et même des personnalités qui étaient un peu aigries, qui étaient très critiques, ont participé à ces réflexions pour réfléchir au devenir de la ville dans les 20-30 prochaines années et qui aboutit, ça a été dit tout à l'heure dans le petit portrait, à un plan de développement très ambitieux qui a essayé de répondre je dirais pas aux problématiques, mais aux nécessités les plus importantes d'une grande métropole. En premier lieu, la mobilité. La ville était en train de s'asphyxier et donc il fallait introduire un système de transport en commun qui permette de transporter les citoyens, les jeunes, les étudiants de bout en bout de la ville à un prix abordable, mais aussi dans des temps calculés et programmables, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, aujourd'hui, quand on prend un tramway ou un busway, on sait à quelle heure on va partir, à quelle heure on va arriver. Et c'est très important pour les personnes pour les étudiants par exemple, et aussi important pour les personnes qui travaillent, de savoir qu'ils peuvent être à l'heure. Il y avait aussi toute une réflexion sur comment rendre la ville agréable, donc beaucoup d'aménagements urbains, de création de parcs publics, d'élargissement de parcs publics. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des choses qui ont été réalisées, beaucoup de choses qui sont toujours en cours. Aujourd'hui, une de mes satisfactions personnelles, c'est que cette méthode de travail, de réflexion commune, ouverte, est aujourd'hui élargie à l'ensemble des territoires marocains, puisque pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, un large programme d'aménagement et de développement territorial a été présenté en Conseil des ministres à Sa Majesté et qui, dans la méthodologie, a parlé de ces groupes de travail, de réflexion sur l'ensemble du territoire marocain. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je pense que les Casablancais peuvent vous remercier pour ce que vous avez fait à la ville. Et peut-être pour revenir sur un moment très important dans votre parcours aussi, c'est votre nomination à la tête de la CDG en 2022 par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Vous arrivez alors à la tête d'une institution extrêmement importante, avec des enjeux financiers, stratégiques et territoriaux majeurs. Et quand vous prenez la direction d'une institution de cette envergure, quelle est votre méthode? Comment vous organisez-vous pour réussir votre mission dès le début?
La première chose, et je vous invite aussi à développer ça, c'est très important, c'est l'écoute. C'est écouter les collaborateurs, écouter les partenaires, écouter l'écosystème et ne pas être dans l'urgence et vouloir réagir trop vite et agir trop vite et décider trop vite. Je pense que je n'ai pris quasiment aucune décision pendant les 6 premiers mois. J'ai passé le temps à écouter mes collaborateurs, à aller sur le terrain sur un certain ensemble de chantiers, de projets, écouter mes partenaires, qu'ils soient institutionnels au niveau donc des administrations publiques marocaines ou des territoires marocains. Je suis allé à la rencontre de l'ensemble des régions marocaines, donc présidents de région et des wallis de région. Et c'est ensuite que j'ai commencé un travail toujours avec les équipes de concertation pour définir un plan d'action stratégique et qui a été fait, on s'est fait aider par un bureau d'études, bien sûr, parce que ça permet d'aller un peu plus vite, mais avec une vraie concertation qui a englobé, je crois, les 100 et quelques cadres dirigeants du groupe et qui a permis de définir un certain nombre de, de priorités, mais aussi de revenir aux missions fondamentales du groupe, de la Caisse, et de construire autour à la fois donc, des missions, avoir une vision et ensuite un plan d'action stratégique pour atteindre ces objectifs. Mais je reviens et j'insiste sur l'écoute. C'est très important de bien comprendre. Et je vois aussi, ça aussi, la qualité des ingénieurs en général, c'est de pouvoir, je l'ai dit aussi tout à l'heure, quand on est en face d'une situation, de pouvoir l'analyser, la découper pour bien la comprendre. Parce que sinon, on est tout de suite enfumé par beaucoup de bruit qui nous font perdre le sens des choses et nous pouvons prendre des décisions à la hâte sans bien comprendre le vrai problème. Donc, il faut toujours prendre le temps de bien comprendre ce qui se passe avant de commencer à penser aux solutions. Et pour les solutions, il faut toujours se concerter et échanger avec d'autres personnes qui peut-être connaissent un peu mieux que nous, qui sont là depuis plus longtemps et qui peuvent nous éclairer. Vous venez de mentionner le terme ingénieur. Du coup, pour revenir sur votre parcours qui illustre aussi quelque chose d'assez marquant, la place des profils d'ingénieurs dans les grandes fonctions de l'État. Ici, à l'EPFL, beaucoup d'étudiants se destinent à de grandes carrières. Avec le recul, quelles sont les compétences issues de votre formation d'ingénieur qui vous ont le plus servi dans la gestion des responsabilités aussi complexes et de la part de votre expérience, quelles sont les skills que l'on doit aller chercher ailleurs pour réussir? Je reviens peut-être, je vais peut-être me rephraser, c'est d'abord cette capacité d'analyse. Je pense que c'est ça la plus grande caractéristique d'un ingénieur, c'est pouvoir, en face d'une n'importe quelle situation, de pouvoir la regarder, l'analyser, regarder tous les recoins, et ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, découper le problème en plusieurs composantes, analyser, faire aussi du benchmark rapidement. Ça aussi, c'est très important. Un ingénieur est aussi entraîné à ça. C'est tout de suite regarder, revenir à ce qu'on a déjà vu, comparer et ensuite penser aux solutions. Je crois que c'est ça, les caractéristiques. Et puis, il y a aussi toute la rigueur scientifique qui est très importante dans votre parcours académique, qui est très importante dans le travail au quotidien, même si on n'est pas nécessairement toujours en face de situations purement scientifiques, mais aussi des fois devant la composante humaine avec laquelle il y a d'autres techniques qu'il faut appliquer. Voilà. Merci, monsieur le directeur général. Vous venez de vous livrer sur votre parcours et on vient d'évoquer votre engagement. Mais maintenant, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de notre conférence qui concerne la philosophie de la CDG. Nous aimerions comprendre comment vous raisonnez aujourd'hui en tant qu'institution CDG. Et on parle souvent de la CDG comme le bras financier de l'État. C'est une institution qui collecte de l'épargne pour la transformer en investissement structurant pour le pays. Mais si vous deviez définir la CDG simplement en vos mots, qu'est-ce que la CDG? Quelle est sa mission? Euh, Pour résumer, et là, il faut rendre hommage aux responsables politiques de notre pays qui, en 1959, ont pensé à créer cette entité. Vraiment, ça a été créé quelques
quelques mois après l'indépendance du royaume. Et le but était de doter le royaume d'une institution qui allait centraliser un certain nombre de ressources d'épargne pour atteindre une masse critique suffisante pour pouvoir agir et investir. Donc aujourd'hui, si on peut schématiser, la CDG, c'est un peu le pension fund, le fonds de pension national, puisqu'il reçoit les fonds de pension de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, du RCR, qui est le régime collectif, qui est aussi un fonds de pension, mais aussi les fonds qui sont collectés par le réseau de la Poste, en fait, les fonds d'épargne populaire. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes d'une génération qui a connu autre chose, mais nous, quand on était petits, il y avait Toufer Watani. C'est le carnet d'épargne que tous les citoyens marocains avaient, où ils mettaient un peu d'argent de côté pour eux, pour leurs enfants. Donc tout cet argent-là est collecté par le réseau de la Poste et il est déposé à la Caisse des dépôts de gestion qui, en contrepartie, le préserve parce que ça appartient aux Marocains, c'est l'argent de tous les Marocains, et qu'il l'emploie dans des investissements pour une bonne partie risqués, presque la moitié, donc les banques du Trésor principalement, mais une autre partie qui est investie dans l'économie réelle, mais pas nécessairement que pour que du revenu et que de la rentabilité. C'est aussi pour avoir de l'impact sur l'économie nationale, pour créer de nouveaux domaines économiques, driver l'économie et créer de l'emploi et de la richesse. Je m'explique. Par exemple, dès les années 60, le gouvernement marocain avait confié à la Caisse de dépôt et de gestion deux missions importantes: créer le secteur touristique au Maroc et créer le premier promoteur immobilier au Maroc. Donc, c'était Maroc Touriste qui a commencé à construire des hôtels. Et de l'autre côté, la CGI, la Caisse générale de la Compagnie générale immobilière, qui était le premier promoteur immobilier, qui a commencé à créer des quartiers dédiés aux fonctionnaires dans toutes les villes marocaines. Toutes les villes marocaines et des cités CGI. Et ensuite, dans les années 90 ou la plus de 2000, il y a un autre mandat qui a été confié à la Caisse des dépôts de gestion, c'est celui de faire de l'aménagement touristique, de l'aménagement industriel et de créer des zones industrielles. Donc, ça a toujours été un dialogue entre le gouvernement et la Caisse pour investir dans des créneaux nouveaux, pour lancer des dynamiques et ensuite pouvoir tirer le secteur privé vers ces secteurs. Et justement, si on prend un peu de recul, il existe aujourd'hui en Afrique plusieurs institutions comparables, souvent plus récentes, qui cherchent à structurer leur modèle. Dans le cadre de cette coopération Sud-Sud, la CDG joue un rôle d'accompagnement assez important. Concrètement, comment intervenez-vous auprès de ces institutions et quels sont, selon vous, les éléments clés qui permettent à une caisse de dépôt de remplir efficacement sa mission dans un contexte africain? En fait, les pays africains sont confrontés aujourd'hui à une situation particulière qui est celle de la difficulté à mobiliser des financements pour financer leurs infrastructures, principalement leurs infrastructures. Et aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds internationaux, les grandes institutions internationales, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, défendent l'idée qu'il faut mettre en place des dispositifs qui vont mobiliser l'épargne domestique nationale et la mettre à la disposition donc, des économies africaines pour justement investir dans ces infrastructures. Et c'est exactement le modèle des caisses de dépôt. Donc la caisse marocaine de dépôt marocaine elle est aujourd'hui à plus de 65 ans. Elle est devenue aujourd'hui un exemple à suivre pour un certain nombre de pays. Et donc nous sommes sollicités par beaucoup de pays frères à les accompagner à la mise en place de leur caisse depuis, disons, une quinzaine d'années aujourd'hui. Et donc, notre action s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud et des orientations royales
dans le cadre de l'accompagnement des pays africains, à mettre en place cet outil qui leur permet de mettre en place un outil de mobilisation d'épargne pour la mettre à la disposition de leurs économies. Et donc, nous organisons des sessions de formation, nous envoyons aussi des équipes sur place pour les aider à mettre en place leurs outils. Une fois ce cadre identitaire posé, Monsieur le Directeur, j'aimerais qu'on revienne sur le fonctionnement interne de la CDG. On le rappelle, vous avez aujourd'hui différentes filiales dans différents secteurs, dont la majorité, on peut les voir dans les slides derrière moi. Et j'ai envie de vous demander, Monsieur le Directeur, qu'est-ce que la CDG ne sait pas encore faire aujourd'hui? Quelles sont les compétences dont elle a le plus besoin et que notre génération peut lui apporter? Question piège. Qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire? Je pense qu'aujourd'hui, elle a une mission fondamentale, immuable, qui est celle, comme je l'ai dit, de centraliser ses ressources d'épargne, ses fonds de pension, et ensuite de les orienter vers des secteurs de l'économie qui en ont le plus besoin et qui sont les plus structurants pour notre pays et qui donnent une dynamique qui va ensuite enclencher l'arrivée du privé qui va prendre la relève et qui va créer donc de la richesse pour le pays et des emplois. La caractéristique principale de ces ressources, c'est ce que nous appelons des fonds patients. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles sur le long terme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tout le temps en discussion avec les autorités publiques, donc les ministères, mais aussi avec les territoires, pour identifier les meilleures opportunités d'investissement, pas nécessairement les plus rentables. Nous ne cherchons pas que de la rentabilité, comme j'ai dit, mais on cherche aussi de l'impact. Et à chaque fois qu'une opportunité est identifiée, nous faisons une analyse de toute la chaîne de valeur pour identifier les chaînons manquants, parce que nous n'avons pas vocation à venir faire le travail que fait le privé, par exemple, ou que font déjà d'autres acteurs, mais venir combler les parties manquantes. Et donc, pour revenir sur les questions des choses qu'on sait faire ou pas faire, à chaque fois qu'on identifie ces chaînons manquants, on va regarder si nous avons la compétence en interne, ben on va le faire nous-mêmes. Si nous n'avons pas la compétence, il y a deux manières de faire, soit de créer une filiale et d'aller recruter ces compétences. On le fait des fois. Par exemple, dernièrement, on vient de créer une filiale qui va faire de la maîtrise d'ouvrage déléguée en matière d'accompagnement des ministères dans leur digitalisation. Et bien sûr, on est allé recruter des personnes et principalement des ingénieurs pour pouvoir faire ce travail-là. Comme quand des fois, on décide de ne pas recruter, mais par contre d'aller chercher un partenaire qui lui sait faire. Et donc, on va soit lui déléguer, donc externaliser la prestation, soit créer une JV avec lui et c'est lui qui va faire. Donc, on ne s'interdit pas d'aller dans des domaines que nous ne maîtrisons pas, du moment qu'on sait qu'on peut trouver les ressources et pouvoir les recruter, ou bien trouver les partenaires qui ont cette expertise. Donc, pour rester sur la vision de votre institution, on va apparaître des secteurs à fort potentiel qui semblent prioritaires, l'eau, la transition énergétique, la souveraineté alimentaire ou encore la souveraineté numérique. Comment la CDG arbitre-t-elle entre rentabilité financière et impact social dans ces domaines, surtout quand les deux objectifs entrent en tension? Les secteurs dont vous venez de parler font partie de la famille aujourd'hui des secteurs qu'on appelle les secteurs de souveraineté pour le royaume. Et aujourd'hui, il y a une orientation royale de renforcer les souverainetés de notre économie tout azimut. Que ce soit par exemple au niveau de l'eau. Donc, nous sommes un pays, entre parenthèses, aride, qui connaît aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est même historique, des périodes de sécheresse aiguë, et que nous devons, étant donné que nous avons choisi d'être aussi un pays agricole, un pays touristique, d'avoir de l'eau disponible toute l'année, à la fois pour nos populations, donc pour l'eau potable, mais aussi pour le tourisme, mais aussi pour l'agriculture. Donc, développer des solutions
qui permettent d'avoir tout le temps de l'eau disponible. C'est pour ça qu'il y a ce programme de stations de dessalement d'eau sur l'ensemble du littoral marocain. L'énergie, là aussi, nous sommes un pays qui ne dispose pas de ressources naturelles en hydrocarbures. Et là aussi, donc, le choix a été fait de développer les énergies renouvelables, toujours sous l'impulsion royale. Aujourd'hui, nous sommes, le pays est très avancé en matière d'énergie renouvelable, qu'elle soit solaire, de production d'énergie renouvelable, que ce soit solaire ou éolienne. Nous sommes à presque 40% aujourd'hui de capacité des besoins du royaume. Et l'objectif est d'atteindre d'ici 2030, et je pense qu'aujourd'hui on est bien lancé pour l'atteindre, atteindre les 50% de capacité de production d'énergie renouvelable au niveau national. Et pourquoi pas demain aller encore plus loin avec des projets d'hydrogène vert. Donc, il y a aussi le troisième secteur qui est celui du digital, du numérique. Et je pense que c'est une question aujourd'hui qui est posée au niveau international, pas que pour nous, sauf qu'au Maroc, on en parle depuis plus longtemps que ce qu'on entend aujourd'hui. Bien sûr, on ne va pas développer nos propres logiciels, nos propres AI, mais aller choisir les bonnes solutions qui nous permettent la souveraineté de nos données, principalement. C'est ça le plus important. Et puis, il y a aussi un autre secteur important de souveraineté, celui de l'alimentaire. Là aussi, le Maroc a choisi de développer donc, son agriculture tout azimut, que ce soit les céréales, les fruits et légumes, les viandes. Le but étant d'avoir, pas nécessairement de l'autosuffisance, mais au moins d'être capable à tout moment de nourrir nos populations sans avoir besoin, en cas de grande menace ou grande crise, du reste du monde. Et on l'a vu, la période du Covid, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, quand il y a une grande crise, l'égoïsme international se développe. Et c'est pas vous vous souvenez, les pays qui produisaient les vaccins ne voulaient pas au départ partager les vaccins avec les autres pays, mais voulaient d'abord se prémunir eux-mêmes, se servir eux-mêmes avant de pouvoir produire pour les autres. Et donc là aussi, au Maroc, un chantier a été lancé de produire nos propres vaccins, du moins sur les maladies les plus courantes, pour qu'on ne soit pas dépendant des autres. Parce que la souveraineté ne veut pas dire toujours tout produire soi-même, mais au moins être souverain de sa décision, être capable de décider sans avoir besoin des autres. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet que vous avez vous-même évoqué dans une interview sur laquelle nous sommes tombés, qui est le concept de permacrise. Cette idée qu'on ne sort plus des crises, qu'on passe directement de la Covid au choc inflationniste, aux tensions géopolitiques, à la crise climatique, sans jamais retrouver une période de stabilité suffisante pour planifier sereinement. Mais la CDG, elle est par nature une institution qui planifie sur le long terme. Mais la permacrise impose une réactivité presque court-termiste. Alors ma question est la suivante, comment une institution comme la CDG préserve-t-elle sa vision stratégique de long terme sans se laisser constamment déstabiliser par l'urgence de la situation? En fait, aujourd'hui, toutes les organisations intègrent le fait que rien n'est permanent. Je disais à mes amis tout à l'heure, nous étions bien jusqu'au 28 février. On a eu, du moins pour le cas du Maroc, une année de pluviométrie très généreuse. Nous étions très contents. On se disait, Inch'Allah, ça sera une très très bonne année agricole. Tous les ingrédients, tous les paramètres étaient, et tous les voyants étaient au vert. Et puis, le 28 février, la guerre du Golfe s'est déclenchée. Et on se réveille, on se rend compte qu'on dépend de cette région de beaucoup de choses. Les hydrocarbures d'abord, l'ammoniac, qui est un intrant important dans les engrais, le plastique. Tout aujourd'hui se fabrique à partir du plastique. Même les voitures ont besoin de plastique. Et comme nous sommes aujourd'hui un pays exportateur de voitures, nous sommes impactés par cette guerre. Et pour dire qu'aujourd'hui, rien n'est fiable, rien n'est permanent, il faut toujours être prêt
avoir l'agilité de pouvoir faire autre chose et de pouvoir réagir à ces crises-là. Et donc, comme vous dites, on ne peut pas non plus, bon, bien sûr, tout le temps vivre dans l'instabilité et ne pas prendre de décisions sur le long terme. Bien au contraire, il faut toujours avoir une vision, des objectifs stratégiques, avoir une feuille de route vers ces objectifs, mais se garder toujours des marges de réactivité en cas de choc pour pouvoir absorber ces crises. Donc, c'est un peu ça la politique que nous suivons au niveau de la Caisse des dépôts et de gestion. Nous avons un cap, nous le suivons, mais tous les ans, nous faisons des évaluations et nous ajustons, sans jamais perdre le cap. Le cap, il faut toujours le garder. J'ai lu un livre, je ne me rappelle plus exactement de son titre. C'était en fait, les fleuves, quand ils descendent de la montagne, en cours de route, ils peuvent changer d'itinéraire à cause des obstacles. Mais ils arrivent toujours en mer. C'est un peu ça la manière de travailler au niveau de la CDG. Nous avons toujours la mer en face, mais nous pouvons dévier certains obstacles en cours de route. Vous avez insisté sur le fait de garder le cap, mais en parlant de permacrise, est-ce que ça vous a déjà forcé à renoncer à des investissements structurants? Je ne suis à CDG que depuis 3 ans. Je n'ai jamais connu ce genre de situation. Euh, je ne, à aujourd'hui, on n'a jamais été dans une situation de renoncer à un projet structurant. Par contre, retarder un petit peu quelques phases ou redéployer des petits projets, ça, c'est des choses qu'on fait tout le temps. Mais renoncer à un grand projet structurant, pour le moment, jamais, croisons les doigts. Vous avez présenté une vision, CAP 2030, dont les grandes lignes peuvent être lues sur les slides. C'est une vision qui est très ambitieuse avec des investissements massifs, notamment plus de 10 milliards de dirhams d'investissement en capital, 100 milliards de dirhams mobilisés dans l'écosystème, des secteurs prioritaires clairement identifiés. C'est une vision qui se veut, on peut le dire, transformatrice. Mais au-delà des chiffres, j'aimerais vous demander dans 5 ans, comment aura réellement changé et de manière visible la vie d'un citoyen marocain et comment pourra-t-il ressentir le changement de ce CAP 2030? Je vais revenir rapidement aux chiffres pour parler des 10 milliards et des 100 milliards. C'est 10 milliards d'investissement en equity et 100 milliards de dirhams de financement en dette. Donc, c'est 10 plus 100. Quand on regarde les ambitions du Royaume sur les prochaines années, à la fois les chantiers qui sont en cours pour 2030 et les chantiers au-delà de 2030, parce que c'est ça aussi la force du Maroc, c'est qu'on ne s'arrête pas en 2030. Il y a déjà des choses qui sont en train d'être réfléchies et projetées au-delà de 2030. Je prends l'exemple par exemple, du train, en fait, de la ligne grande vitesse, le train grande vitesse. Aujourd'hui, l'Office national des chemins de fer est en train de travailler sur le tronçon Casablanca-Marrakech, qui sera atteint, Inch'Allah, avant 2030. Mais ils sont déjà en train de travailler sur l'au-delà 2030, c'est la ligne grande vitesse Marrakech-Agadir. Et ensuite, ligne normale, Agadir, Lyon, Dakhla. Donc on se projette. Et quand on fait la somme de tous ces projets-là, je prends aussi le cas de la Royal Air Maroc qui compte acquérir plus de 200 avions d'ici 2035. Quand on fait la somme de tous ces besoins, de tous ces investissements, on est à quelque chose comme 1000 milliards de dollars. C'est 10 milliards de dirhams. Donc, quand on met les 10 milliards plus 100 en face, c'est une toute petite goutte. Hein. C'est pas, mais une belle goutte, très belle goutte, qui va aussi essayer d'être un peu une goutte qui va faire tourner la machine et pouvoir attirer d'autres investissements, principalement les grandes institutions internationales. Je reviens à la question sur le Maroc dans 5 ans. Le Maroc dans 5 ans n'est pas une finalité. Comme je l'ai dit, alhamdoulilah, aujourd'hui, on est dans un pays où le leadership trace des visions au-delà de 5 ou de 10 ans ou de 15 ans. On l'a vécu, vous êtes encore jeune, on l'a vécu au moment de
l'intronisation de Sa Majesté Laïnsro Mohamed Sadis, il a donné le cap pour les 20 années suivantes, dès qu'il est arrivé au trône, des grands projets d'infrastructure, des grands projets de logistique, Tangemet, les autoroutes, le train à grande vitesse. Aujourd'hui, j'ai des choses qui sont qui sont abouties, qui sont en train de donner leurs fruits. Aujourd'hui, on est dans la Maroc 2.0, c'est la deuxième étape. C'est d'abord la Coupe du Monde 2030 et au-delà. Il y a aussi, comme j'ai dit, des projets qui vont au-delà de 2030. Donc, si on parle 2030, première chose, nous serons champions du monde de foot. Première chose, Yak. Je pense que nous aurons atteint, je l'ai dit tout à l'heure, plus de la moitié de nos capacités de production d'énergie seront des capacités de production d'énergie renouvelable, Inch'Allah. Nous aurons à côté aussi des capacités de stockage, parce que le problème des énergies renouvelables, c'est l'intermittence. C'est que nous avons de la production d'énergie que pendant la journée, quand il y a du soleil, quand il y a du vent, et dès qu'on passe en nuit, donc on ne produit plus. Et donc les énergies renouvelables, pour le moment, on injecte directement. Ce qui est produit est injecté dans le circuit. Or, on peut, avec des possibilités de stockage, produire plus, stocker pour pouvoir utiliser le soir. Et aujourd'hui, des choses qui sont en cours, il y a aujourd'hui des réflexions en cours pour acquérir des solutions de stockage. Nous serons aussi un pays, je pense, où les distances vont totalement changer. Je parle là à la fois des connexions aériennes domestiques, puisque la Royal Air Maroc compte dédier une flotte dédiée au vol domestique, et au train à grande vitesse. Marrakech sera à moins d'une heure de Casablanca. Tanger est à moins d'une heure aujourd'hui de Rabat. On a de plus en plus de gens aujourd'hui qui pourront habiter à Marrakech et travailler à Casablanca ou à Rabat et faire la navette, ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui. Mais avec un train régulier, sécurisé, on peut en moins d'une heure et demie partir de Marrakech et être à Rabat. Et vice-versa. Nous serons aussi un pays, je pense, où les services, et ça c'est aussi un point qui me tient personnellement beaucoup à cœur, digitalisés qu'aujourd'hui, avec des solutions numériques très développées. Et je pense qu'on a aujourd'hui les capacités et les moyens d'être un leader du digital, pas dans le monde, mais au moins au niveau régional, au niveau de l'Afrique, Inch'Allah. Du coup, pour rester sur cette vision digitale, on va ouvrir sur une perspective plus récente. Nous avons vu récemment votre participation au GITEX Africa à Marrakech. Et on a vu que durant ce GITEX, les questions liées à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies étaient au cœur des discussions. Et pour une institution comme la CDG qui investit sur le long terme, cela nous pose une question un peu particulière. Comment vous positionnez-vous aujourd'hui face à la montée de l'IA et comment la CDG compte s'adapter à ces nouvelles technologies au XXIe siècle? Vaste question. J'ai assisté à une conférence avec le professeur Rachid Guerraoui il n'y a pas très longtemps sur l'IA et je faisais partie des gens optimistes. Je pense personnellement que l'IA va apporter beaucoup de choses bénéfiques en général à l'humanité, aux économies. Elle va nous permettre de faire beaucoup plus de choses, d'être plus productifs, de devenir des humains augmentés. Les gens qui disent que ça va remplacer certains métiers, moi je dis c'est le contraire. Ce sont les mêmes métiers, mais qui vont être faits de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui. Et donc, pour ce qui est de la réflexion interne au niveau du groupe de la Caisse de dépôt et de gestion, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de tester les IA existantes pour voir ce qui peut nous permettre d'améliorer notre productivité, notre manière de travailler. Et on le voit aujourd'hui, il y a des solutions très, très puissantes qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur un certain nombre de secteurs. Des fois, des choses très basiques, comme des choses plus compliquées. Des basiques, c'est par exemple tenir une réunion
et à la fin de la réunion, avoir un PV et la série je veux dire, les principales décisions. Donc, tout ce qui est conseil d'administration pourra fonctionner beaucoup plus rapidement. Comme ça peut être des choses beaucoup plus compliquées, plus complexes, c'est les décisions d'investissement, ce dont je parlais tout à l'heure. À chaque investissement, nous avons une gouvernance, plusieurs équipes qui travaillent dessus, beaucoup d'échanges pour pouvoir prendre la décision. Mais on peut, en mettant en place une IA, au lieu de faire ça en quelques jours, le faire en quelques heures. Donc, ça peut nous permettre de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'efficacité. Donc, nous sommes en train d'installer ces outils tout en faisant attention parce qu'on a aussi peur pour nos données, parce qu'il faut aussi des IA adaptés, sans partage des données les plus, je dirais, les plus sensibles avec l'extérieur. Euh, Ça, c'est sur le volet interne. Sur le volet impact sur l'économie nationale, là aussi, nous sommes en train de regarder, nous avons je veux dire, des verticales d'investissement, notamment sur les startups. Donc, nous sommes en train de regarder les startups dans ce domaine-là où nous pouvons investir. Nous sommes aussi en train, et c'est ce qui a été un des décisions qui ont été prises durant le JITEX, nous avons signé une convention avec le ministère de la Transition numérique et le Fonds Mohamed VI d'investissement pour mener d'abord les études de faisabilité pour installer un data center au niveau de la ville de Dakhla, dans les environs de la ville de Dakhla, d'une capacité de 500 mégawatts, qui dépasse de loin les besoins de l'économie nationale, puisqu'aujourd'hui, les évaluations au niveau national font des estimations autour de 40-50 mégawatts, les besoins de l'ensemble des data centers marocains. Et faire un 500 mégawatts, ce n'est pas pour nous, c'est plutôt pour faire de l'offshoring. C'est aussi pour faire venir des grands hyperscalaires qui pourraient venir s'installer au Royaume ou des opérateurs d'IA qui pourraient venir s'installer chez nous. Pourquoi Dakhla? Parce que c'est la proximité avec les parcs d'énergie renouvelable, que ce soit l'énergie éolienne ou les énergies solaires. C'est aussi le fait qu'il y a aujourd'hui, dans la zone, c'est une zone côtière, donc avec l'installation d'une station de dessalement d'eau, avoir donc accès à de l'eau nécessaire au refroidissement, parce qu'un un data center, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau pour le refroidissement. Et aussi parce que c'est une zone qui est très agréable, qui pourrait drainer beaucoup de talents internationaux pour pouvoir venir y vivre et s'y développer. Monsieur le directeur général, on a beaucoup parlé de stratégie, de long terme, de transformation à l'échelle d'un pays. Mais dans cette salle, il y a des étudiants, des jeunes ingénieurs qui vont bientôt devoir faire des choix importants pour leur avenir. Donc, on a envie de consacrer cette troisième partie de notre conférence à la jeunesse marocaine, qu'elle soit ici à Lausanne et plus largement aux Marocains du monde. Et dans un contexte marqué par des avancées diplomatiques majeures, notamment la résolution de 1797, les provinces du Sud occupent une place de plus en plus centrale dans la trajectoire du royaume. Et on a eu l'occasion de vous écouter récemment lors du forum organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte, où vous décrivez ces territoires comme des espaces capables d'intégrer des chaînes de valeur mondiales, dans l'énergie, le numérique ou encore la logistique. Vous avez également évoqué des projets très concrets. Alors, si on ramène ça à notre réalité à nous, si un jeune ingénieur arrive aujourd'hui à Dakhla ou à Laayoune, sur quel type de projet peut-il réellement travailler? Aujourd'hui, les grandes industries souhaitent de plus en plus avoir accès à de l'énergie verte, décarbonée. Et je pense que ces territoires ont naturellement cet avantage naturel de pouvoir être euh, baignés dans d'abord du soleil et aussi des corridors de vent très importants qui permettront la production d'énergie verte, d'énergie renouvelable, solaire ou éolienne à profusion et qui pourraient alimenter ces industries
que ce soit, on a parlé de de data center, ça peut aussi être des énergies, des, euh, des industries très énergivores, par exemple des aciéries. Et donc, les réflexions aujourd'hui, et toutes les études le montrent, c'est que nous pouvons devenir un territoire très attractif au niveau de ces provinces pour toutes ces industries qui sont à la recherche de verdissement de leur production. À côté de ça, euh, on doit aussi reconnaître que nous avons aussi de très belles villes dans le sud marocain. Laayoune aujourd'hui est une ville à part entière avec tout ce qu'il faut. C'est une ville de 300 000 habitants, avec toutes les caractéristiques d'une grande ville, avec des parcs très agréables à vivre. Euh, une ville aussi aujourd'hui qui est devenue une ville universitaire, avec l'installation de l'UM6P, avec de beaux laboratoires que j'ai personnellement visités et qui travaillent sur les fourrages adaptables aux conditions climatiques de ces régions-là. Le but est de créer aussi de l'activité agricole et d'élevage dans ces zones. Donc, il y a aussi aujourd'hui une faculté de médecine, un CHU, euh, aujourd'hui les ingrédients d'une vraie grande ville, une grande métropole. Dakhla est une ville un peu plus modeste, qui est plus petite, mais qui a aussi un grand avenir devant elle, notamment touristique, mais aussi adapté avec le nouveau port de Dakhla à devenir et appelé à devenir un hub international pour l'Afrique, parce que ça va installer une sorte de Tanger Med au sud du Maroc qui va desservir donc à la fois bien sûr nos provinces sahariennes, mais aussi tous les pays africains sur la façade atlantique, Inch'Allah. Et justement, si on prolonge cette idée de projection vers l'avenir et vers nos provinces du Sud, le CAP 2030 annonce la création de plusieurs tech valley, dont on peut voir la carte ici. Il y en aura à Agadir, à Dakhla, à Laayoune et à Casablanca. On comprend bien l'ambition. Créer des écosystèmes capables d'offrir au Maroc des environnements professionnels comparables aux grands hubs technologiques mondiaux. Mais à quoi ressemblerait une tech valley marocaine dans 10 ans? Qui travaille sur quoi? Avec quelle perspective? Et quelle est la place de la jeunesse formée dans les grandes écoles dans cette tech valley-là dans quelques années, Inch'Allah? Ceux qui aiment le surf et le kitesurf, ça va être servi. Euh, En fait, d'abord le principal objectif, je veux dire, c'est d'abord créer un écosystème, comme tu as dit, capable d'attirer des talents pour qu'ils trouvent dans cet écosystème les conditions favorables à leur travail, que ce soit des talents ou des entreprises internationales qui viendraient pour installer des laboratoires de recherche, Google pourquoi pas, ou je ne sais pas qui d'autre, parce qu'aujourd'hui, je parle de cas de Lyon et de Dakhla, c'est deux villes qui sont en train de devenir des villes universitaires. Qui dit ville universitaire dit beaucoup d'étudiants, beaucoup de talents et beaucoup de professeurs. Et donc, ça intéresse les grandes entreprises internationales qui font de la recherche ou qui font du développement, parce qu'ils vont trouver les talents qu'il leur faut sur place. C'est aussi des talents qui ne vont pas coûter cher quand on les compare aux situations aux États-Unis ou en Europe. Et puis, c'est des zones aussi qui sont très agréables à vivre. Je pense, par exemple, le cas de Dakhla, tous les jeunes qui aiment le surf, qui aiment les sports de glisse, vont s'éclater là-bas et pourront à la fois pouvoir travailler et s'amuser dans ces zones. La seule contrainte, c'est de pouvoir raccorder ces zones au câble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un câble qui passe dans l'Atlantique pas loin. C'est de nous accorder à ces câbles Internet au niveau mondial pour pouvoir permettre donc une connexion rapide et être à Dakhla physiquement, mais virtuellement, être partout dans le monde. Et cette question nous ramène directement à un autre sujet, celui de l'emploi. On a vu que vous étiez récemment présent au Forum NBTA à Paris
avec une volonté claire d'aller chercher les talents issus de la diaspora. D'ailleurs, il me semble que nous avons les fondateurs de Menbita et les membres de Menbita ici ce soir. Mais aujourd'hui, ces profils ont des opportunités très fortes à l'international. Alors, au-delà du patriotisme, qu'est-ce que la CDG peut offrir de plus ou de différent à ces jeunes pour que ce choix de revenir ne soit pas seulement un choix du cœur? Je vais parler de la CDG, mais je vais aussi parler de l'économie nationale en général et de tous les employeurs marocains. Alhamdoulilah, aujourd'hui, nous avons de grands groupes nationaux, publics ou privés, qui offrent de très très bonnes conditions de travail et de motivation pour les jeunes. Regardez les enquêtes d'emploi. Nous avons aujourd'hui, il y a aujourd'hui un baromètre qui est publié, je crois, tous les ans, qui classe tous les employeurs marocains selon le plus agréable au moins agréable. Quelles sont les marques employeurs qui sont les plus attractifs? Alhamdoulilah, nous avons de très, très grands groupes marocains aujourd'hui qui se classent très, très bien, qui permettent à la fois à ces jeunes d'intégrer des boîtes qui travaillent dans des secteurs qui sont à la page. On peut aujourd'hui travailler dans une entreprise marocaine et pouvoir par la suite repartir vers l'étranger. Donc il ne faut pas se dire en tête que si je rentre au Maroc, je vais être piégé, je vais être en deuxième division, je ne pourrai plus repartir vers l'étranger. Non, nous sommes aujourd'hui sur beaucoup de secteurs à la page, que ce soit dans le secteur financier, que ce soit dans le secteur technologique. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans ces entreprises et dans ces secteurs ont les mêmes techniques et les mêmes accès aux mêmes avancées technologiques que partout dans le monde. Nous avons aussi, et ce qui est important, je crois, dans le cas de notre pays, et ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez arriver dans des structures qui ne sont pas très pyramidales, pas énormes. Et donc, vous allez pouvoir accéder à des postes de responsabilité beaucoup plus rapidement qu'en restant en Europe ou aux États-Unis. En Europe, bien sûr, aux États-Unis, vous allez intégrer de grandes entreprises, mais vous allez être casé dans un petit coin à faire peut-être la même chose pendant plusieurs années. Alors qu'au Maroc, on peut rapidement accéder à des postes de management et qui ouvrent beaucoup plus de perspectives en termes d'apprentissage, mais aussi d'entraînement à la prise de décision et qui peuvent vous servir à la suite, soit pour rester au Maroc, soit pour vous développer ailleurs. Et je peux vous le dire, vous devez vous préparer à être des citoyens du monde, mais c'est des citoyens marocains du monde. Donc, soit vous revenez au Maroc tout de suite pour travailler au Maroc et pour pouvoir ensuite repartir et revenir, soit aller travailler un peu partout dans le monde, mais toujours avec l'idée de pouvoir faire quelque chose pour votre pays ou revenir à votre pays. Mais aujourd'hui, vous allez trouver au niveau de de l'économie nationale marocaine tous les ingrédients pour faire carrière et pour avoir une vie professionnelle très riche. Derrière ça, il y a peut-être une réalité un peu plus difficile à aborder. On parle beaucoup de mérite, d'excellence, de formation, mais beaucoup de jeunes ont le sentiment que d'autres facteurs entrent en jeu, réseau, exposition, opportunité. Avec votre expérience, jusqu'à quel point le mérite suffit réellement aujourd'hui pour évoluer dans des institutions comme la CDG? Et qu'est-ce qu'un jeune doit comprendre très tôt pour ne pas se tromper dans ses attentes? Question pertinente qui mérite une réponse transparente et claire. C'est vrai, il y a une image au Maroc qu'on ne peut avancer, réussir que si on fait partie d'un réseau. Je dis en partie vrai, en partie faux. Et je vais m'expliquer. L'image de ne pouvoir progresser que si on est dans une relation de Pak-Sahbi, ça c'est du passé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous sommes une économie très avancée, très transparente. La méritocratie compte beaucoup. Regardez nos groupes internationaux, nos banques. 3 banques sont présentes dans plus de 25 pays africains. C'est pas rien.
nos opérateurs télécoms, notre opérateur télécom national est présent dans une vingtaine de pays africains. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes devenus très performants. Et la performance appelle la méritocratie. On ne peut pas construire avec des bras cassés. Ce n'est pas possible. Si le Maroc a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, c'est parce on a su aller chercher les bons talents, les bons managers, les bons formateurs pour qu'on arrive à ce niveau-là. Et l'équipe nationale de foot est à l'image de l'ensemble de notre économie. Aujourd'hui, nous nous battons à l'international avec les armes des entreprises internationales. Et les talents font partie de ces armes. Et donc aujourd'hui, je parle des grands groupes nationaux, des grandes entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, ont aujourd'hui des politiques de ressources humaines des plus modernes possibles en matière de recrutement, en matière d'accompagnement, en matière d'intéressement, de motivation, et que ce soit le cas à la CDJ ou d'autres, soyez sûr que la méritocratie compte. Par contre, et là je nuance et je reviens à l'histoire des réseaux, les réseaux c'est hyper important, mais ce n'est pas les réseaux d'Irbak Sahabi, c'est les réseaux où vous devez, à côté de votre talent, de ce que vous faites, de ce que vous savez faire, faire aussi partie de réseaux, soit associatifs, soit de think tank, où vous allez vous mettre en valeur, vous faire connaître. Pas en tant qu'ami ou la Ould Flan ou la Ould Flana, mais en tant que manager, en tant que technicien, en tant qu'expert dans un domaine, il faut le faire savoir. Et le faire savoir, on le fait savoir à travers des réseaux. Et je suis sûr que l'un des bons réseaux, c'est les réseaux d'associations d'alumni, les réseaux d'anciens. Donc, soyez aussi actifs dans ce genre de réseau. C'est ça qui vous fait connaître et qui vous donne de la valeur. Parce que si vous restez dans votre coin, même si vous êtes très très bon, seules les personnes qui sont autour de vous vont le savoir. Mais pour que plus de gens le sachent, il faut savoir vous vendre. Mais je sais que vous les jeunes, vous avez d'autres techniques que nous, de ma génération. Vous avez de LinkedIn, vous avez beaucoup de choses. Donc, utiliser les réseaux, qu'ils soient technologiques ou associatifs, c'est très important pour pouvoir progresser. Merci beaucoup pour cette transparence, monsieur le directeur. Maintenant, nous allons passer à notre dernière partie. Avant de vous donner la parole, cher public, je sens que le public bouillonne d'envie de vous poser des questions, mais avant ça, on va terminer avec une courte séance de oui ou non. Du coup, l'idée pour nous, ça va être de vous poser des questions fermées, et l'idée pour vous, c'est de répondre spontanément, soit par oui, soit par non. Et bien sûr, si vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser un joker. Mais du coup, voilà, on peut commencer. Donc, la première question, ça serait, est-ce que vous lisez les articles qui parlent de vous? Oui, bien sûr. Ensuite, est-ce que vous avez déjà regretté... Qu'ils soient positifs ou négatifs, les deux. Hein. Ensuite, est-ce que vous avez déjà regretté une décision importante? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tout arrêter? Non. Est-ce que vous avez encore le trac avant de lancer un projet important? Toujours. Et si on n'a plus le trac, c'est un mauvais signe. Il faut toujours être stressé parce que c'est ça qui fait monter l'adrénaline, qui fait poser des questions, qui fait douter. Si on n'a pas le trac, on ne doute pas et on peut faire de grosses erreurs. Je suppose que vous aimez l'adrénaline. Oui, oui, c'est important. Est-ce que vous arrivez à reconnaître un bon projet dès le début? Avec le temps, oui. Oui, avec le temps. L'expérience. L'être humain est une IA générative aussi. On apprend avec le temps, on cumule, on fait beaucoup de benchmarks. Oui, oui, je dirais oui. Monsieur le directeur, est-ce que l'avenir de la planète vous inquiète? Moi, je fais partie des gens optimistes. Je crois en l'humanité, je crois en la résilience de l'humanité, je crois en la raison des humains. Bien sûr, on fait des gaffes, on fait des erreurs, on fait des dégâts, mais l'humanité a toujours su se redresser et trouver les solutions qu'il faut. Est-ce que vous pourriez passer une semaine sans votre téléphone? Malheureusement, non. Maintenant. Et dire que quand j'ai commencé à travailler, et je vois des personnes qui ont peut-être un peu mon âge, quand on partait en vacances, c'était de vraies vacances.
Il n'y a pas si longtemps, hein, c'était la fin des années 90, on n'avait pas de téléphone portable. Et donc, quand on partait du bureau le vendredi soir, on n'était plus joignable pendant 2, 3 semaines. Et il ne se passait rien de grave finalement. On revenait 3 semaines après, tout est toujours en place. On trouve quelques urgences qui sont venues entre-temps. Mais pendant 3 semaines, on n'était pas joignable et on vraiment profitait de nos vacances. Aujourd'hui, on ne profite plus de nos vacances, malheureusement. Malheureusement. Ouais. Est-ce que vous sentez que vous avez accompli tous vos rêves? En partie, oui. En grande partie, oui. Alhamdoulilah. Alors là, c'est une question très importante. Est-ce que vous échangerez votre parcours contre une carrière de numéro 10 en équipe nationale? Si c'est avec l'équipe nationale actuelle, oui. Monsieur le directeur, est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent est important, mais seul, non. Il ne fait pas le bonheur. Il faut aussi, euh, l'objectif de notre rencontre, c'est aussi de parler du milieu professionnel. S'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas d'affect, s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de sens à ce qu'on fait, l'argent seul ne compte pas. Est-ce que le Maroc va gagner la Coupe du Monde 2030? Je le crois. On a tous les ingrédients, Inch'Allah, alhamdulillah. Je vais m'arrêter un petit peu sur l'histoire du foot, et pour vous montrer la capacité et aussi le développement au niveau national. C'est un exemple à suivre, le foot. Ce qui est arrivé en 2024, 2022 plutôt, ce n'était pas le fruit du hasard. C'est un travail de longue haleine que la Fédération royale marocaine de foot a démarré depuis une quinzaine d'années, de formation des jeunes, d'infrastructures. Aujourd'hui, tous les clubs marocains, les plus anciens de nous, doivent se rappeler d'équipes de première division qui jouaient dans des terrains de terre battue. Première division. Aujourd'hui, toutes les équipes marocaines de première, de deuxième division disposent de terrains de qualité gazonnés aux standards internationaux. Toutes les équipes de première division disposent d'écoles de formation, que ce soit pour les garçons que pour les filles. C'est un travail de longue haleine qui a permis qu'aujourd'hui, on arrive aux standards auxquels nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est une belle histoire qu'il faut regarder de près. Et c'est tout notre pays qui est dans cette voie-là. Alhamdoulilah. Donc, on retient que le Maroc va gagner la Coupe du Monde 2030. Et enfin, notre dernière question. Est-ce que le Maroc est le plus beau pays du monde? C'est très chauvin, mais je dirais oui. Exactement. Merci beaucoup, cher public, pour votre attention. On va maintenant vous donner la parole pour que vous puissiez vous-même poser vos questions à notre invité ici et qu'on ne soit pas les seuls à profiter de son savoir. Alors, je me présente Yahya Zaidi. Euh, En tout cas, déjà, premièrement, je voulais dire que c'est un plaisir de vous avoir ici. Un parcours qui est plus qu'inspirant pour la majorité des étudiants ici. Euh, Par rapport à votre présentation, vous avez eu l'occasion de parler de l'intelligence artificielle et du digital plus en globalité dans le royaume. Du coup, ma question est la suivante, ou plutôt j'en ai deux. La première serait quelle est la stratégie de la CDG aujourd'hui pour garantir une souveraineté du digital dans le royaume? Et ma deuxième question serait tournée plus vers l'intelligence artificielle. Euh, Aujourd'hui, l'IA euh, a un potentiel énorme pour les ingénieurs, que ce soit à l'échelle mondiale ou aussi à l'échelle du royaume, mais elle a aussi un impact sur l'emploi du coup dans le pays. C'est quoi la stratégie du coup aussi de la CDG pour combattre l'impact négatif de l'intelligence artificielle sur l'employabilité et surtout pour les jeunes diplômés? Merci.
Je réponds coup par coup. Vous m'entendez, Diane? Rapidement sur la première question sur la politique de souveraineté, la CDG n'est pas le gouvernement marocain. Donc, la souveraineté, les questions de souveraineté sont tout d'abord une attribution du gouvernement. Donc, aujourd'hui, il y a une réflexion sur ça. Il y a aussi un organisme qui est chargé, de par la loi, de veiller à ces aspects de souveraineté, notamment il y a la partie sécurité des données, donc il y a la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, et puis il y a je ne me rappelle plus exactement du nom, qui veille sur la protection des données personnelles. Donc, c'est des organismes qui définissent ces règles et qui veillent sur leur application. Et donc, la Caisse des dépôts fait partie des organismes qui appliquent ces directives, à la fois en termes de cybersécurité et en termes de respect donc des données privées sur les personnes. Ce qu'on fait aussi à côté, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous cherchons aussi à maroccaniser un petit peu des entreprises qui travaillent sur ces domaines. Donc, soit en achetant de la technologie et en essayant de l'adopter, soit en investissant dans des startups qui travaillent dans ce domaine. Le but étant d'avoir de la technologie locale sur ces aspects-là au niveau national, que ce soit la cybersécurité ou l'IA. Sur le deuxième aspect, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, je l'ai dit, je le redis, je reste très optimiste. C'est vrai, on a beaucoup d'alertes sur des secteurs et des pans entiers qui pourraient souffrir de l'introduction de ces outils d'IA, mais il ne faut pas oublier, par exemple, que la révolution Internet, quand elle est arrivée à la fin des années 90, début des années 2000, il y avait aussi les mêmes craintes. Sauf ce qui s'est passé, c'est que ces technologies ont créé d'autres emplois, d'autres typologies qui n'existaient pas avant. Glovo, on ne l'imaginait pas dans les années 90, on n'avait pas la technologie nécessaire. Glovo aujourd'hui, ça emploie des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes sur plusieurs pays. Uber, c'est vrai qu'il y a beaucoup de précarité, il y a encore de la réglementation à faire pour régler les problématiques de précarité des chauffeurs, mais c'est des technologies qui ont aussi créé beaucoup de nouvelles opportunités, de nouveaux métiers qui n'existaient pas avant. Donc je pense que l'IA aura aussi cet impact de permettre l'éclosion de métiers nouveaux ou bien d'augmenter la productivité et les capacités de certains métiers existants aujourd'hui. Voilà, donc, merci, c'est Khalid Moussafir pour l'excellente présentation. Moussafir, merci Moussafir. Safir, c'est Khalid Safir, merci à la PML, très fier de vous, donc excellent travail, ça fait vraiment plaisir. C'est Safir, ma question, donc, elle concerne la partie écosystème, qui est pour nous quelque chose qui revêt une importance capitale pour le Maroc, pour l'accompagner au fait, donc par rapport à ses ambitions pour aller dans l'orbite où il veut être, jouer avec les grands parce qu'il a les moyens. Cette partie-là, elle est très importante. Moi, j'aime bien le travail de la CDG parce que vous êtes déjà sur le terrain. Vous faites un travail aussi pour gérer les fonds qu'on vous confie, ça c'est important. Mais en plus de ça, vous faites profiter le pays d'une manière générale en participant à tous les projets que vous avez énumérés qui touchent la souveraineté, qui sont très, très importants, mais aussi pour le développement durable du pays. Et ça, c'est important. On était très contents des institutions comme la vôtre. Donc, il y a quelques années, c'est Mustafa Tarrab de l'OCP. Il est venu, il a projeté, donc il nous a partagé la vision. Et c'est très bien qu'il y ait des institutions comme la CDG, l'OCP, qu'elle élabore une stratégie avec une vision pour accompagner le Maroc, pas seulement à réussir dans un domaine précis, mais à produire des écosystèmes. Ça a été fait dans l'industrie de l'automobile, mais je pense qu'il reste d'autres domaines comme la santé, comme donc les domaines qui touchent à l'hydraulique ou la souveraineté alimentaire, l'énergie renouvelable. Maintenant, pour les jeunes que nous avons ici, qui sont tous des bons talents,
mais vous devez travailler encore, hein, comme il a dit Rachid, pour arriver jusqu'au bout. Ça, c'est important. Mais donc, on sait que vous allez pouvoir aller loin et accompagner aussi, contribuer à cette dynamique. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, en fait, que les institutions comme la vôtre participent pas seulement à l'éclosion de ces talents, mais aussi à former des leaders. Donc, parce que le Maroc a besoin aussi de beaucoup de leaders dans les entreprises, donc dans les ministères, dans tous les secteurs clés. Comme il a dit Rachid, ils peuvent être, ces leaders peuvent être utiles pour le Maroc, soit au Maroc sur place, soit depuis l'étranger où ils sont leaders. Et aujourd'hui, donc, il y a des talents comme ces jeunes ici qui arrivent des fois à des phases très critiques de leurs études. On doit continuer à les accompagner, par exemple, parce qu'ils font un travail de recherche. Donc, les entreprises en Europe, en tout cas ici en Suisse, il y a ce qu'on appelle le mécénat. Ils financent des doctorats, etc. Est-ce que j'ai vu donc, dans une colonne que la CDG, donc, dans le pôle finance et banque à investissement, il y a les bourses. Est-ce que la CDG prévoit, par exemple, d'accompagner des talents marocains à l'étranger pour leurs travaux de recherche, donc pour qu'ils aillent plus loin que ce que donc, la moyenne fait en général? Merci. Sur la recherche tout azimut comme ça, la réponse est non. Par contre, si elle s'inscrit dans des secteurs qui intéressent la Caisse des dépôts et de gestion et qui entrent dans un certain nombre de critères qui nous touchent et qui se fait aussi à travers des organes de la CDG, oui, je m'explique. La Caisse des dépôts et de gestion est l'actionnaire principal d'une université au Maroc, qui est l'Université internationale de Rabat, qui est la première université privée au Maroc, mais à fonds public, puisque c'est la CDG qui est l'actionnaire principal. Nous avons donc des laboratoires de recherche. Donc, si c'est des recherches qui se font au sein de ces laboratoires, avec ces laboratoires, oui, on est prêt à les accompagner. Nous avons aussi des chaires de recherche avec certaines universités publiques marocaines. Si donc la recherche s'inscrit dans ce domaine-là, oui. Bonjour Monsieur Safir, merci pour votre intervention aujourd'hui et merci aux étudiants de la PML pour l'organisation de l'événement. J'avais une question concernant les startups et en fait plus précisément concernant le marché africain. Comment la CDG peut accompagner les startups marocaines pour s'ouvrir au marché africain et non pas se limiter uniquement au marché marocain? Merci. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts de gestion soutient deux ou trois initiatives. La première, en fait, les deux premières sont en direct. La Caisse des dépôts de gestion est présente à travers un de ses organes au niveau de la station F à Paris. Donc, le programme 212 Founders, qui est financé à 100% par la CDG, a un local au niveau de la station F à Paris. Et le but est d'être à l'écoute de la diaspora marocaine qui gravite dans cet écosystème-là. Et il est arrivé les dernières années d'identifier certaines startups pour les financer et donc entrer dans leur capital, mais à condition, la seule condition à chaque fois qu'il leur est posée, c'était qu'ils puissent opérer aussi au Maroc, et qu'ils aient au moins une équipe au niveau du Maroc. Le même programme de 112 Founders opère aussi au niveau national, puisqu'il organise beaucoup de hackathons, de rencontres pour identifier des startups marocaines pour y investir. Et bien sûr, on ne s'interdit pas le cas parce qu'une vraie startup, ce n'est pas seulement celle qui vise que le marché marocain, mais qui vise aussi des marchés plus ouverts, plus développés, que ce soit le marché européen ou les marchés africains. Et nous avons, je crois, au moins deux cas si mes souvenirs me corrects, au moins deux startups qui opèrent aussi en Afrique et qui ont été créées à Casablanca et dans lesquelles le fonds de 212 Founders avait investi. Et puis, nous avons l'initiative la plus importante et qui a été lancée l'année dernière. C'est une opération conjointe entre la Caisse des dépôts et de gestion, le fonds Mohamed VI d'investissement et le ministère de la Transition numérique pour créer un fonds d'investissement dans les startups
doté d'un investissement global de 1,5 milliard de dirhams, mais qui est opéré par des gestionnaires externes, parce qu'il y a eu un appel d'offres pour recruter des équipes de gestion de ces fonds-là. Il y a au moins 8 gestionnaires qui ont été retenus aux différents stades des startups, que ce soit pré-seed, incubation, série A, série B, et qui viennent de démarrer au début de cette année. Et donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau du Royaume, on a mis en place l'écosystème nécessaire pour identifier des bonnes startups et les accompagner. De l'idéation jusqu'à série A, série B. Aujourd'hui, toute la chaîne est là, les opérateurs sont là, les budgets sont là. Maintenant, il faut que les gens s'investissent et trouvent des idées et viennent nous voir pour pouvoir démarrer leur projet. Bonsoir. Merci beaucoup pour cet échange vraiment très constructif et merci d'être là parmi nous et merci à la PML d'avoir organisé cet événement. Franchement, bravo. Ma question revient à votre intervention par rapport aux talents au Maroc. Donc, vous avez parlé des talents, vous avez parlé de l'opportunité des talents pour pouvoir développer leur carrière au Maroc, que ce soit via Bac Sahbi ou via le plan de réseautage et puis créer des réseaux et puis considérer l'aspect associatif. Donc, on sait que la génération Z, c'est une génération très dynamique, très ambitieuse et puis ils sont vraiment prêts de faire beaucoup de choses, enfin, pas beaucoup de choses n'importe comment, mais en tout cas de faire l'essentiel pour pouvoir percer dans leur carrière. La question que je me pose, c'est qu'il y a pas mal de générations. En fait, le Maroc, si vous voulez, les jeunes, ils sont plus actifs dans les grandes villes parce qu'ils ont l'opportunité quand même d'avoir cet accès aux associations, au réseautage ou quoi que ce soit. La question que je me pose, quelle est la stratégie du Maroc ou la CDG par rapport aux talents qui sont un peu perdus dans les petits patelins au Maroc, qui n'ont pas cette opportunité d'avoir ce plan de réseautage, d'avoir accès à ces associations pour pouvoir vraiment percer dans leur carrière. Et on voit que pas mal abandonnent leurs ambitions parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Quelle est la stratégie du Maroc pour ça? Merci. En fait, là, c'est plus une stratégie nationale qu'une stratégie de la CDG. La CDG n'est qu'un opérateur. Et de la CDG, si la CDG supporte ce genre de... Vous faites aujourd'hui, et c'est, alhamdoulilah, on reconnaît nos faiblesses, même au plus haut niveau de l'État. Là-bas aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le programme aujourd'hui de mise à niveau de l'ensemble des territoires. Je crois que Sa Majesté en a parlé au moins 2 ou 3 fois. Et dans un discours important, il y a 2 ans, il avait parlé d'un Maroc à 2 vitesses. C'est une réalité, on le reconnaît. Mais alhamdoulilah, on a quand même une partie du Maroc aujourd'hui qui est assez développée et qui crée tellement de richesses et de valeurs qu'elle peut tirer le reste. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, on avait aussi un problème de moyens. On ne pouvait pas tout faire parce qu'on n'avait pas les moyens. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une partie qui va avancer très très bien, qui peut aujourd'hui financer le développement des autres régions. Et donc, tout le programme aujourd'hui au niveau du gouvernement, c'est de pouvoir faire tous ces rattrapages, qu'ils soient sociaux, d'infrastructures, sur l'ensemble des territoires marocains, notamment les territoires intérieurs, parce que on a une concentration sur la zone côtière de toutes les villes. C'est normal, c'est autour des ports et à côté de ça, le gouvernement fait son travail. Mais à côté de ça, il y a des opérateurs nationaux qui font aussi leur chemin et apportent leur aide. Je prends le cas, par exemple, de l'OCP, qui a créé donc, les écoles 1331 et 1331, dans des villes moyennes, petites, et qui permettent à des jeunes dans ces zones-là de pouvoir accéder à des formations techniques très poussées et qui par la suite se connectent au monde. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une anecdote qui m'avait été racontée par Mustafa Tarrab lui-même, un jeune de la région de Khribga, qui est toujours physiquement à Khribga, mais qui a créé son entreprise au Delaware, c'est là où il y a les facilités les plus importantes aux États-Unis, et qui a commencé à travailler à distance, à facturer avec un chiffre d'affaires de $800 000 par an. C'est énorme.
Et je suis sûr que c'est avec le jeune, s'il n'y avait pas l'opportunité, il n'aurait jamais pu faire ça. زعما. كرة مازال مسكين في une rue, il faut جالس شي قنت وصافي. Donc aujourd'hui, il y a, la CDG aussi accompagne, et ça a été dit tout à l'heure, par la création de l'Tech Valley. C'est des petits écosystèmes où on peut attirer de grandes entreprises technologiques pour venir s'y installer et recruter localement des talents, principalement technologiques. Principalement. Donc aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience au niveau national. Il y a un plan d'action. Alhamdoulilah, comme on a réussi ailleurs, on réussira aussi sur ce volet-là, Inch'Allah. Salam alaikum, Shahid Khalid. Merci, monsieur le directeur. J'ai juste une question. Vous avez cité tout à l'heure tous les projets, les grands projets dans les 10 ans, au moins 10 ans à venir, donc c'est du court terme. Puis vous avez cité des chiffres en milliards ou de dizaines, centaines de milliards. Moi, je me pose un petit peu la question, si vous pouvez nous donner quelques éclaircissements. Le Maroc, ça reste quand même pas un pays qui est très riche, hein, ce n'est pas un pays pétrodollar. Comment sont prévus le financement de tous ces projets? Comment est-ce que c'est du public? Est-ce que du public-privé? Je ne sais pas si on peut avoir quelques éclaircissements par rapport à ce point-là. Surtout c'est du court terme, hein, dans 9-10 ans. Voilà, c'est beaucoup. Très bien. C'est vrai que le chiffre que j'avais donné est énorme. Et c'est sûr que ce n'est pas des deniers publics. Ce n'est pas avec les rentrées de l'État qu'on va pouvoir recruter. Par contre, il y a des effets de levier qui créent des dynamiques et qui font qu'ensuite, l'État met un peu d'argent, les entreprises mettent publiques un petit peu en plus, et ensuite, c'est surtout le secteur privé qui prend la relève. Le gros de ces projets seront financés sur des ressources nationales, notamment par la mobilisation de l'épargne nationale domestique, mais aussi par de la dette extérieure et aussi par des financements extérieurs dans le cadre de partenariats publics-privés. Donc, nous attendons aussi que beaucoup d'investisseurs internationaux viennent investir au Maroc dans ces secteurs. Le plus important, c'est d'avoir la vision, d'avoir le cadre juridique nécessaire et réglementaire, et aussi le cadre de confiance nécessaire pour attirer ces capitaux étrangers et ces capitaux privés pour venir investir. Donc le schéma a déjà été appliqué au Maroc depuis les 20 dernières années, et c'est aussi la même chose qui va continuer, Inch'Allah. Donc c'est beaucoup de partenariats publics-privés, et c'est principalement le privé qui est attendu. Il y a même un chiffre qui a été annoncé au niveau politique nationale. C'est passé aujourd'hui d'un investissement public l'investissement en général au Maroc, qui est 2 tiers public, 1 tiers privé, à inverser, que ce soit plutôt 1 tiers public, 2 tiers privé. Donc, je m'appelle Youssef pour me présenter et ma question, elle concerne les inégalités territoriales et sectorielles au Maroc aujourd'hui. On voit certains pôles comme Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech être le théâtre de développement énorme et de très grande envergure, donc des infrastructures sportives, culturelles, parmi les plus beaux stades au monde, CFC, la ligne à grande vitesse. Et ma question, justement, c'est que à côté de tout ça, à côté de ces régions qui sont en train d'évoluer très rapidement et qui sont un exemple pour de nombreuses zones africaines, on a des régions au Maroc qui, malheureusement, ont des difficultés à répondre aux besoins les plus primaires de certains de leurs habitants. Donc, ma question, c'est comment le Maroc et la CDG gèrent justement cette différence et comment est-ce qu'ils font pour agir face à un Maroc qui évolue à 2 vitesses? Et est-ce que la raison principale pour laquelle il y a toutes ces choses, c'est pour rendre certains pôles attractifs et éventuellement ramener des investissements internationaux et donc ensuite pouvoir investir dans les autres régions? Merci. Bien. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a bien sûr une prise de conscience au niveau de notre pays et à tous les niveaux donc, politiques, qu'il y a une nécessité de faire cette mise à niveau territorial.
Et il y a un plan d'action qui a été présenté en Conseil des ministres il y a 2 semaines, Conseil des ministres qui était présidé par Sa Majesté le roi de Lensro, et qui prévoit un investissement et cette fois-ci, c'est d'investissement vraiment public de 200 milliards de dirhams, à peu près 210 milliards de dirhams exactement, sur les 8 prochaines années pour faire cette mise à niveau territorial sur l'ensemble du territoire national. Sauf que, bien sûr, le but n'est pas de faire des Tangemed partout, n'est pas de faire du Casa Finance City partout, mais par contre de travailler, et c'est d'ailleurs ça la méthode qui a été introduite, c'est identifier pour chaque territoire quels sont ses atouts, quelles sont ses possibilités, et identifier pour chaque territoire les secteurs qui peuvent être des locomotives et investir sur ces secteurs. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être de la technologie, ça peut être de l'élevage. L'important, c'est de créer une dynamique propre à chaque territoire qui puisse permettre aux populations locales d'avoir accès à, bien sûr, à un niveau de vie meilleur, plus digne, et permettre aux jeunes de toutes ces zones de pouvoir accéder à un enseignement de qualité, à une santé de qualité et aussi à une qualité de réseau de qualité qui leur permettent d'être connectés au monde, connectés enfin, à la technologie internationale. Donc, je vous invite de googler plan 210 milliards. Là, ça vient d'être présenté. Là, il y a tous les détails sur ça. Bonsoir. On a beaucoup parlé d'IA aujourd'hui et je voulais savoir si déjà au sein de la CDG, l'IA a été utilisée et s'il y avait des automatisations et si oui, comment vous mettez ça en place? En fait, en toute honnêteté, aujourd'hui, on est encore au POC. Vraiment, on est encore sur les tests. Principalement, j'en ai parlé, c'est les outils qui permettent d'analyser des documents de recherche, d'évaluation d'investissement et qui permettent de faire des fiches d'analyse rapides sur certaines opportunités d'investissement. Donc, c'est en cours de test. Ce n'est pas encore opérationnel, il faut le reconnaître. Nous sommes aussi sur des outils de gestion de meetings. Là aussi, enregistrer un meeting, établir tout de suite un PV et un relevé des décisions. Là aussi, on est encore sur une période d'essai. Mais on est en train d'essayer de tester tout ça. Et à chaque fois qu'on va identifier un outil mature, on va le déployer, Inch'Allah. Ça va être la dernière question. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est vraiment un très grand honneur de vous avoir ici. Étant de Rabat, je passe souvent à côté de la CDG et je savais que c'était le bras financier de l'État, mais c'est vraiment un réel plaisir d'avoir tous ces éclaircissements, en tout cas concernant la CDG. Vous aviez dit que la CDG cherchait la rentabilité, mais aussi l'impact. Ma question serait, est-ce que si un étudiant, par exemple, venait avec un projet innovateur et venait frapper à la porte de la CDG, est-ce que vous pourriez lui apporter justement une aide financière et quelle est la procédure justement à suivre pour cela? J'aurais aussi une deuxième question qui aussi est basée sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que la CDG elle investit sur l'UIR, l'Université internationale de Rabat, qui vous avez cité comme le modèle de le partenariat privé-public. Est-ce que vous pensez à aussi développer d'autres partenariats avec d'autres universités européennes et suisses aussi pour justement former les cadres du Maroc? Merci beaucoup. En tout cas, c'est un réel honneur de vous avoir. Merci. Donc pour les porteurs de projets, si vous venez au siège de la CDG, vous n'aurez aucune réponse. Parce que c'est le siège de la holding. C'est plus, donc on fait du traitement de données, on travaille avec les filiales, on ne travaille pas directement avec le public. Par contre, nous avons plusieurs structures relevant donc, de l'écosystème de la Caisse qui sont spécialisées dans un secteur ou l'autre. Par exemple, sur les startups, nous avons l'organe dont j'ai parlé tout à l'heure, 212 Founders, qui le fait, comme nous avons aussi l'initiative dont j'ai parlé avec ces 8 sociétés de gestion
qui sont capables de recevoir les porteurs de projets, d'analyser leurs projets et bien sûr de les accompagner s'ils sont convaincus. Pour ça, je vous invite à googler, à regarder CDG Invest, donc la branche investissement en capital. Et là, vous allez certainement avoir ces descriptions de ces projets-là. Nous avons aussi la banque normale, traditionnelle. La CDG est aussi actionnaire principal d'une banque qui est le CIH. Là aussi, donc, quand on a un projet normal de promotion immobilière, on doit s'adresser à ce genre aux agences de cette banque pour pouvoir trouver un financement. Alhamdoulilah, aujourd'hui, pour les porteurs de projets, au niveau du Maroc, il y a suffisamment de canaux qui peuvent recevoir et trouver des solutions. Le plus important, c'est d'être porteur d'un vrai projet prometteur. Et moi, je rencontre beaucoup les banquiers. On n'a pas de problème d'argent. On a un problème d'idées des fois. Il n'y a pas suffisamment d'idées. Je dois le dire, d'ailleurs, on parle beaucoup des startups. Alors, on lance beaucoup d'appels à manifestation d'intérêt. Alors, on reçoit très, très, très peu de bons projets. Je vous le dis avec un peu d'amertume. Des fois, on est déçu. Je ne sais pas, c'est dû à quoi? On parle du fait qu'il n'y a pas beaucoup de l'esprit entrepreneurial au niveau des jeunes Marocains. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas suffisamment de demandes. D'ailleurs, il y a un organe qui avait fait une comparaison entre les pays de l'Afrique du Nord, des pays comme la Tunisie et comme l'Égypte, produisent beaucoup plus de start-upers que le Maroc. Et quand j'ai dit beaucoup plus, c'est 10, 20 fois plus. La Tunisie est un pays qui est, je crois, 4 fois, 5 fois plus petit que le Maroc, mais qui produit 10 fois plus de start-upers. En fait, ça veut dire qu'il y a une jeunesse qui se lance, qui réfléchit et qui veut entreprendre. Et donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, au niveau de notre pays, pour susciter le maximum d'idées. Pour ce qui est des accords avec les universités, aujourd'hui, honnêtement, nous n'avons que des shares avec l'Université internationale de Rabat parce que c'est notre argent, c'est notre capital, et avec des universités publiques marocaines pour le moment. On ajoute juste une toute dernière. Merci beaucoup pour cet échange très agréable. Donc, ma question est la suivante. Donc, le Maroc semble aller vers cette régionalisation et cette décentralisation du pouvoir et donc donner plus de pouvoir aux agents locaux, aux acteurs locaux et aussi aux régions. Donc, est-ce qu'il y a des partenariats ou est-ce qu'il y a une vision d'établir des partenariats avec les régions, donc Roas El Jihad par exemple, et et donc notamment les régions moins défavorisées pour aller dans le sens de la question de l'Arqia et du jeune étudiant là-bas. Donc, qui est peut-être un sujet très important qui est dit elephant in the room, disons. Merci beaucoup. Je vais répondre très rapidement à cette question. Je passe voir les présidents de région, chaque président de région, au moins 2 fois par an, depuis que je suis à la CDJ. Quand il est au début de l'année ou en fin d'année, je fais le tour des 12 régions, je vais à la rencontre des wali de région et des présidents de région pour faire le point avec eux sur tous les projets de la CDG dans leur région et pour identifier aussi de nouveaux projets. C'est un dialogue continu, on n'arrête pas de les voir et de leur parler. Merci beaucoup, cher public, pour vos questions. La PML a juste une dernière surprise pour vous avant de vous quitter et d'aller profiter de cet apéro. C'est une plateforme, une banque de CV dont le développeur est Smaïl et je vais le laisser vous présenter ce qu'il a fait. Est-ce que je peux encore intervenir? Bien sûr, avec grand plaisir. Vous m'avez posé des questions, j'ai envie de poser moi aussi des questions aux jeunes. Rapidement, combien parmi vous font du chinois, du mandarin? De l'espagnol? Pas mal. Combien parmi vous ont ou prévoient de faire des échanges pendant leur scolarité? Vers d'autres pays, hein, pas... C'est bon.
Je termine par ça. Si vous voulez construire votre personnalité, vos atouts, le plus que n'a pas un ingénieur, parce que ingénieur, là, vous êtes déjà très nombreux, il y a suffisamment d'ingénieurs un peu partout dans le monde, c'est aussi penser à ces soft skills, et notamment les langues étrangères. Le chinois, le mandarin est un must. Le monde va parler chinois très très bientôt. Le monde aujourd'hui parle anglais, le chinois est en train d'arriver. Et aujourd'hui au Maroc, on le voit, de plus en plus d'investisseurs chinois qui sont en train de s'installer au Maroc. Et nous avons besoin d'ingénieurs qui parlent chinois aussi. L'espagnol aussi, très important. Vu la proximité que nous avons avec l'Espagne, c'est aujourd'hui le premier fournisseur du Maroc et le premier client du Maroc. Et aussi le premier fournisseur en touristes. Donc, beaucoup de proximité avec l'Espagne. Donc, l'espagnol aussi très important pour nos compétences. Et le fait d'aller visiter d'autres pays, c'est aussi très formateur parce que chaque pays, il y a une culture, il y a une manière de raisonner qui est différente du reste. Je prends le cas français que je connais le plus parce que c'est là où j'ai étudié personnellement. C'est très cartésien. Quand on va chez les Américains, c'est très benchmark, étude de cas. Quand on va en Asie, c'est plus, je regarde ce que tu fais, j'essaie de faire de la même manière et j'essaie encore de faire mieux. Donc, profitez des années où vous êtes encore étudiant, d'aller découvrir ces cultures et d'aller découvrir ces manières de raisonner et de travailler. Ça va vous enrichir et ça va vous donner des atouts supplémentaires pour mieux vous développer et mieux progresser dans votre vie et de faire de vous, je l'ai dit tout à l'heure, des citoyens du monde, mais des citoyens marocains du monde, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Avec la PML, on a décidé de faire une surprise aux étudiants marocains, de leur mettre à disposition une plateforme là où ils pourront créer leur compte, créer leur profil avec leurs informations, leurs ambitions et leurs disponibilités. Et dans le futur, des partenaires pourront visualiser ces informations-là, leur CV, leurs compétences, leur langue, et pourront leur proposer des offres d'emploi, de stage, de CDI, et même, pourquoi pas, des offres de recherche dans des laboratoires. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code. Vous pourrez créer votre compte et on communiquera davantage plus tard via nos réseaux sociaux et les stories Instagram, là où vous aurez beaucoup plus d'informations. Merci. Du coup, cher public, avant d'aller savourer l'apéritif, nous voulons prendre une photo pour immortaliser le moment. Et nous allons demander à notre photographe Paloma de venir nous prendre une photo de groupe. Du coup, si vous pouvez tous vous lever pour la photo, on se rassemble un peu au milieu.